spectacle a été créé en novembre. Et puis c'est une soirée un peu spéciale parce qu'on a le plaisir d'avoir Maïr Guven dans la salle, qui est l'auteur du roman, Grand Frère, voilà, qui a été, l'adaptation a été tirée de son roman. Et il a eu le prix Goncourt du premier roman en 2018. On est très content qu'il soit là, peut-être vous pourrez le voir après le spectacle. Aussi le plaisir d'avoir Brahim Bouchlaghem qui a créé la chorégraphie du spectacle. Et pour compléter le tableau, nous avons Usmar qui a créé la bande originale du spectacle. Quelques petites choses, d'abord remercier bien sûr la ville de M, monsieur le maire Vercamer et Jean-François Leclerc, notre élu à la culture. Pour avoir pour soutenir l'aventure, pour toutes ces activités, surtout en ces temps compliqués, c'est très précieux. Je remercie le pôle culture, l'équipe du Zéphyr qui nous a fait un super accueil depuis hier. Le pôle de la cohésion sociale aussi, merci beaucoup à sa directrice, Madame Vallée, et la préfecture du Nord. Je remercie chaleureusement Stéphanie Malachowski, déléguée du préfet à l'égalité des chances, qui soutient le spectacle et qui, du coup, grâce à ce soutien, nous a permis de faire venir pas mal de groupes, notamment ce soir. Donc merci à eux. Dans 5 minutes, il y a la petite musique des Césars et je vais devoir sortir. Avant de vous laisser dans le vif du sujet, je viens de vous dire le secteur du spectacle vivant et de la culture est pas très en forme en ce moment. Et donc avec l'équipe, on a tenu à vous lire un texte qui a été rédigé par les organisations professionnelles et syndicats, la CGT Spectacle, SFA, SNAM, le CINAVI et le pôle Nord, les Arts de la Rue, et Acte Pro. J'y vais. Cher public, bonsoir. Nous prenons la parole ce soir parce que l'heure est grave. Le gouvernement vient d'annoncer l'annulation de financements, notamment dans les services publics de l'éducation, de la santé et de l'écologie. Pour la culture, c'est une baisse de 200 millions d'euros, dont 96 millions en moins pour la création artistique. En 2025, une nouvelle coupe de 100 millions d'euros viendra s'ajouter sur le programme Création. Et nous ne sommes pas à l'abri de nouvelles coupes à venir. Cette annonce se fait dans un contexte de désengagement de certaines collectivités avec des salaires qui stagnent malgré l'inflation et des attaques répétées sur l'assurance chômage. Cette politique d'austérité que mène le gouvernement a des effets concrets. Cela veut dire moins de nouveaux projets et de représentation sur les territoires, pour les équipes artistiques et pour les publics, moins d'emplois pour les artistes, interprètes et les techniciens dans les opéras, les orchestres, les théâtres et les compagnies indépendantes, moins de spectacles et de concerts dans les théâtres, les rues, les villes et les campagnes. Ce qui est en train de se passer est un véritable plan antisocial qui supprime silencieusement les emplois dans la culture. C'est un démantèlement assumé de ce qui reste du service public de la culture. Nous voulons un monde avec une création artistique diversifiée et ambitieuse. Nous voulons vivre de nos métiers. Nous voulons préserver le droit fondamental d'accès à la culture pour tous les publics. Nous appelons l'ensemble des travailleuses et des travailleurs du secteur à rejoindre les luttes en cours. Nous allons avoir besoin du soutien de toutes et de tous, surtout vous, les publics. Défendons notre droit à la culture, partout et pour tous. Je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite...
question en passant? Pas de souci. Tu sais, frérot, au fond, je suis comme toi. J'ai 2 mois. Il y avait moi dans l'hôpital, sérieux, qui charbonnait, mais qui tournait en rond. Et il y avait l'autre moi, celui qui voulait sauver la Terre, parce que le monde m'appelait au secours. Je me suis longtemps demandé pourquoi j'étais parti. La vie, c'est complexe. Les choix que l'on fait, les routes que l'on emprunte, dépendent du boy caché au fond de ton cerveau, la manière dont il se construit, dont il s'enrichit jour après jour, et de l'état d'esprit du monde. Alors il y a des routes où tu peux faire demi-tour, et d'autres, quand tu y poses le pied, c'est fini. Et encore d'autres, où tu ne sais pas ce qu'il y aura au bout. La peur de rater quelque chose t'attire comme un aimant. Dans le doute, tu y vas. Tout a commencé un après-midi de septembre. Le 8. C'était le 8 septembre. C'était ma première grève. Et ça, je m'en souviendrai toute ma vie. Parce que c'est le jour où maman est morte. Et c'est aussi le jour où on a redonné la vie à un pauvre type. Ce jour-là, Gendou m'avait dit de me concentrer. Parce que lui, il savait que la première transplantation, ça foutait une sorte de flipper d'émotion dans le tête. Gendou. Gendou, c'était un vieux médecin indonésien qui aurait déjà dû être à la retraite. Naïm. Naïm, c'était son prénom. Et Gendou, c'était son blaze. Bon, nous, à la base, on pensait qu'il était indien. Du coup, on l'appelait lundi. Et de blague en connerie, c'est devenu Gendou. Il me faisait de la peine. Il me faisait penser à papa. Le mec a débarqué d'Indonésie il y a 35 ans et il trimait à l'hôpital depuis 25 ans. Il avait réalisé les opérations les plus compliquées. Et les grandes portes de l'hôpital, il lui sous-traitait toutes sortes d'interventions. Tout ça pour une paye de chauffeur de taxi. C'est un scandale. Quand je pensais à tous ces chiens qui s'étaient fait pousser des graines sur son dos, j'avais envie de tous les niquer. C'est pour des trucs comme ça qu'on a envie d'éclater sa mère à la France. On nous bassine du CP, à la terminale, avec la justice et l'injustice. Bien entendu, la justice, ça met tout le monde d'accord, on est tous pour. Une fois bien éduqués, on sait se lever le poing en l'air contre tout ce qui est injuste. Et un jour, ça se présente, là devant toi. Et alors tout ce en quoi tu croyais s'effondre. Le pire, c'est quand ça vient de ce genre de type, face aux pauvres Français bien éduqués. Ceux-là même qui te font la morale à longueur de journée sur le bien et le mal, mais qui sont prêts à carotter un pauvre immigré indonésien. Ce jour-là, Gendou l'a chassé sous le cou, jusqu'au milieu de l'abdomen. Après ça, je lui ai passé une scie et c'était devenu Monsieur Bricolage. On a préparé le bonhomme. On lui a laissé la poitrine ouverte avec son ancien cœur, qui battait en attendant le remplaçant. Et après ça, on est parti en salle de repos. Et comme d'hab, Naïm allait me saouler avec les études de médecine. Je lui ai dit que c'était pas mon truc. Mais ça, il aurait pas cru. Moi, je me voyais pas faire des études de médecine. Pour finir comme un guignol, derrière un bureau de généraliste. Oh, t'es fou, pas mon truc. J'aurais été obligé d'ouvrir un cabinet au quartier, je me serais tapé tous les éclatés, les cassos de chez nous. Non. Dans ce pays, les gens comme nous, on n'est pas nés sous le soleil des belles études. Et de toute façon, on n'en veut pas. Et personne ne nous explique comment faire. Mais ça
Ça, je l'ai pas dit à Gendou. Parce qu'ils m'ont pris pour un raté, un rageur. Moi, à la place, je lui ai dit que je voulais partir de France. Partir soigner ceux qui en avaient vraiment besoin. À ce moment-là, il m'a regardé, avec un air sérieux. Un regard du genre fier de moi. C'était un regard d'encouragement, en fait. Il m'a dit qu'il m'aiderait à réaliser mon projet, parce que lui, il connaissait du monde de l'humanitaire. Et après ça, on est reparti en salle d'opération. Le bâtard est en vie. Ah ouais, frérot. Parce que la première fois que tu greffes un cœur, bah t'hésites plus. Hein. Tu votes définitivement pour Dieu. La vie est trop bien faite pour qu'elle se soit inventée toute seule. Le cœur battait, le bâtard respirait. Mais malgré ça, ce jour-là, je me suis dit que ça allait pas. Que mon truc à moi, c'était de faire comme Gendou. Pas de simplement lui passer des ustensiles, des compresseurs. Mon vrai job, il est inscrit noir sur blanc dans le Coran. Celui qui sauve un homme, c'est comme s'il avait sauvé l'humanité tout entière. C'était la sourate qui me guidait, un phare dans mon niveau. Mais maintenant, il fallait que les projets se concrétisent. En fait, comme le disait le pote curé de notre autre grand-mère, la Bretonne, aide-toi et le ciel t'aidera. Je voulais devenir quelqu'un. Quelqu'un aux yeux des autres. Pas simplement un nom, prénom, numéro, fonction sur un badge. Alors le lendemain matin, avant même de commencer la journée, j'ai dit à Gendou que j'avais bien réfléchi. Que je voulais vraiment partir. Alors à la pause de midi, il m'a filé le mail d'un boy de l'ONG Islam and Peace, Bedrettin, un de ses amis. En rentrant, je leur ai directement envoyé un mail et je me suis jeté à l'eau. Je voulais les rejoindre. Ce soir-là, j'ai dû trouver le sommeil vers 3 ou 4 heures du matin. Le lendemain, au bloc opératoire, à 7h45, c'était pour un pontage. J'avais les paupières qui se collaient et j'en avais plus rien à foutre. J'attendais juste de sortir de l'opération pour consulter mes mails et vérifier s'ils m'avaient contacté. Je pensais plus qu'à ça. À la fin de la matinée, j'ai retrouvé mon téléphone. Pas de mail. Toutes les 5 minutes, j'actualisais désespérément ma boîte et le 4e jour, à la pause de midi, j'ai enfin vu le nom de mon futur chef apparaître dans la messagerie. Bedrettin. Objet. Bienvenue. Ils étaient enfin d'accord pour m'accueillir. Sauf qu'ils pouvaient me payer que 500 $ par mois. Mais tous les frais étaient pris en charge, hein, que ce soit le logement, le transport, la nourriture. Un tapis rouge.
La seule vérité, c'est la mort. Le reste n'est qu'une liste de détails. Quoi qu'il vous arrive dans la vie, toutes les routes mènent à la tombe. Une fois que le constat est fait, il faut juste trouver une raison de vivre. La vie, j'ai appris à la tutoyer en m'approchant de la mort. Je flirte avec l'une en pensant à l'autre. Tout le temps, depuis que l'autre chien, mon sang, ma chair, mon frère, est parti loin là-bas sur la terre des fous et des cinglés. Là où, pour une cigarette grille, on te sabre la tête. En terre sainte. Dans le quartier, on dit au chien. Et beaucoup prononcent le mot avec crainte. En vrai, j'en sais rien et je m'en balèque parce qu'aujourd'hui, c'est le 8. Et le 8, c'est le jour que Dieu a choisi pour son plan. Le 8 septembre, c'est le jour où Marie la Vierge est née. Pas le 7, pas le 9. Le 8 pour la faire naître et des années plus tard, lui confier la mission d'accoucher de Jésus. Le 8, un chiffre sans fin. Et c'est le seul, c'est un double rond. Quand on y met le pied, on n'en ressort plus. Le 8, c'est une embrouille, une esbrouille, un truc d'escroc. L'histoire que vous raconte un Marseillais. Et c'est aussi le jour où la femme sur la photo accrochée au mur, celle qui sourit à côté de mon père, est remontée à ses côtés. Fin de la mission. Morte. Alors j'essaye de faire sans. Ses bras, ses mains, son odeur, sa voix, et son visage, et ses sourires, et la douceur de ses caresses dans nos cheveux. Ça fait pitié de le dire, mais j'ai pas honte. Je préférerais vivre sans ça dans le cœur. Combien d'années depuis son départ? Peut-être 10, ou 15, ou 20. Elle adorait Zidane. Elle le trouvait beau. L'équipe de France, les Bleus, Thuram et ses 2 buts, la Coupe du Monde. 18 ans. Ça fait 18 ans et j'ai réussi à vivre avec tout ce temps. Bon, plus de temps sans elle qu'avec elle. Et ça ne se referme pas. Ça brûle toujours. Et pourquoi le daron est resté seul toutes ces années? Parce qu'il faut le voir, aigri, bougon, lui arracher un sourire mériterait une légion d'honneur. Qu'est-ce qu'il fait tous les jours à part regarder la télé, le foot, ou les émissions de politique, ou parler de son taxi, tiens? Je sais même pas si c'est son métier ou la vie sans épouse qui l'a rendu aussi énergique qu'une huître qui se bute à la Marie-Jeanne. Les deux, sûrement. Le départ du petit frère, ça a bousillé le daron. Il suffit de compter les nouvelles rides au-dessus de son mono-sourcil pour comprendre. Toute sa vie, il a transpiré pour nous faire prendre la pente dans le bon sens. Tous les jours, il a posé son cul dans son taxi pour monter à Guantanamo ou descendre à la mine. Dans le jargon des taxis, ça veut dire monter sur Roissy ou aller sur Paris. Ça y est, la vieille de mon père, ma grand-mère, elle disait de son mono-sourcil que c'est l'autoroute de Damas à Alep. Le Cohen à l'appareil. Ouais, c'est pilote. Comment ça va, mon pote? Ça va, tranquille. J'ai reçu une convocation, ça vient de chez toi, t'es au courant? Non, mais je vais me renseigner. À mon avis, c'est rien de grave, hein. Tu passeras me voir, ok? Ça marche, ça marche. Bon. J'en profiterai pour passer au 120. Le 120, c'est un repère de chauffeur. Un restaurant mi-classique, mi-fast-food, où on trouve de tout.
Comment ça va, mon pote? Écoute, j'ai reçu ça pour affaire vous concernant, je sais pas, dis-moi. Oh, t'inquiète pas, frérot, tu peux toujours leur demander pourquoi ils te convoquent. Ils sont obligés de te répondre. Si c'était grave, ils t'auraient déjà cueilli un matin à 6 heures. Ouais, mais j'espère que t'as raison, hein. Bah ouais, sûr que j'ai raison. Wesh, frère, on m'a dit qu'on t'avait vu à la mosquée d'Aubervilliers, celle de Pharaon. Pharaon? L'Égyptien, wesh. L'imam de la mosquée d'Aubervilliers. Ouais, je vois pas pourquoi tu me parles de ça. Il fait pas des trucs bizarres, hein. Tu sais que cette mosquée, c'est le quai d'embarquement pour le chum. Mais c'est quoi ton délire, wesh? Je dis ça pour toi, tu fais attention à toi et t'évites à ce comme d'Aubervilliers. Pharaon, pas clair. Et avec l'état d'urgence et les barbouzeries d'État, tu vas finir au mieux au Chem, au pire, dans un nouveau Guantanamo. Ah, vas-y, toi, je sais pas pourquoi tu parles de ça, mais. Bon, je vais dire un truc du garde pour toi, tu promets? Ah, vas-y, ça fait 100 fois que tu me sors la même phrase, là. Ça m'a même mettre des pontures. Ça va péter la semaine prochaine. Je sais pas ni qui, ni où, ni quand. Mais il y a quelqu'un qui a entendu Sam dire que des types étaient arrivés d'Allemagne, en provenance du Chem, pour faire sauter une voiture. Alors tu restes loin de tout ça, de Pharaon et compagnie. Et t'es mon rabbin. Hé, faut pas qu'il t'arrive d'histoire. Oh, mais mec, ramène-toi! Ouais, bah c'est mon camp. Le problème avec Mehmet, c'est qu'on sait jamais s'il a inventé ou vraiment entendu. En fait, tout ce qu'il raconte contient une part de vérité et une part de faux. En fait, tout ce qu'il dit repose sur une vérité, mais il se maîtrise pas et est obligé d'enjoliver les histoires. Il devrait écrire des livres plutôt que de tenir le couteau 2 heures par jour là, pour s'acheter un pavillon à crédit. On l'appelle demi-mytho, parce que c'est un demi-mytho. C'est le patron, un turc, mon ami de toujours. Dans ma vie, il y avait mon frère, et il y a Mehmet. Il a plein de défauts, mais je sais faire avec. Il sait presque tout de moi, et moi tout de lui. C'est mon plus vieil ami. Tu te rappelles du premier album de Lunatic? On l'écoutait sur le lecteur CD que papa nous avait offert pour Noël. Même qu'on disait pas au gars d'abord qu'on fêtait Noël, parce que c'était l'Archouma. T'imagines? Déjà vers 10-12 ans, on avait honte de nos origines françaises. Tu te rappelles les paroles? Le refrain. Pas le temps pour les regrets. Les erreurs n'appartiennent qu'à nous-mêmes, nés pour amener ma part de progrès. Eh ben, tu l'as jamais su, mais ce son, il m'a sauvé la vie. Parce qu'à cette époque, je m'en voulais. Parce qu'elle était partie à cause de moi. Je voulais mourir à cette époque. Tu l'as jamais su, mais ce soir il m'a sorti de ma nuit. Parce qu'il voulait tout dire. C'est à partir de ce moment-là que j'ai voulu sauver le monde. Mon ONG, elle bosse de loin avec le Croissant Rouge et Médecins Sans Frontières. Mais elle gère ses affaires sans eux. Mon avion s'est posé à Athènes, et le lendemain on a pris le bateau vers l'île de Kos, à 6 km des côtes turques. Le chemin inverse de ceux qui fuient la guerre en fait. À bord, des rêveurs comme moi, musulmans, pratiquants. Eux aussi ils étaient là pour amener leur part de progrès. On partageait tous le même délire. Aider, construire, reconstruire, bâtir un monde meilleur. En m'approchant de la frontière, j'ai vu le drapeau de notre plaide. J'étais tellement proche de chez nous que j'arrivais même pas à y croire. J'avais envie de chialer. Et à ce moment-là, j'ai pensé à toi. J'ai pensé à papa, j'ai pensé à maman aussi. J'aurais aimé que vous soyez là avec moi. À notre arrivée, Bedrettin, le chirurgien là, le turc, il était assis sur des chaises en plastique avec des gales. Il buvait le thé. Il s'est levé pour m'accueillir. Il m'a pris dans ses bras. À côté de lui, un homme blond, la barbe rousse, des lunettes de premier de la classe, le ventre rond, de bonnes joues. D'après le chirurgien, c'était l'émir. Et les 2 autres gars avec lui là-bas, c'était des moudjahidines en charge de la protection de l'hôpital. Dans l'après-midi, on est monté dans le 4x4 de l'homme blond, à la barbe rousse. Bon, j'avais fini par le surnommer Barbe Blonde.
Parce que vas-y, Barberousse c'était un pirate, on n'allait pas donner ce genre de surnom à un homme de religion. Va bien, Calan. Ça va? Ta convocation, c'est de la merde. Hein. J'ai vérifié moi-même, t'as juste plus de points sur le permis. Hé, fini le VTC. T'as pas compris, le VTC, c'est fini. Ça veut dire que tu vas rendre ton permis et que tu vas devoir repasser le code. Non, c'est quoi ce délire là? Je pas été prévenu, moi, que j'ai plus de points. Comment je vais faire? Fallait vérifier, mon petit pote, hein, t'as dû recevoir un courrier. Non. Bon, en fait, il y a une solution. T'as plus de points, mais tant qu'on t'a pas retiré le permis, tu peux toujours rouler. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais me débrouiller pour que les collègues te contrôlent pas, te convoquent pas, et puis ça ira comme ça. En fait, on va faire les choses bien. Tu vas t'inscrire à une auto-école, tu prends rendez-vous pour le code, et dès que t'as ta date d'examen, tu me préviens. Cette fois-ci, les collègues te convoquent. Bon, ils vont te retirer le permis. Eh, si t'as le code du premier coup, ça durera quelques jours. Et sinon, des infos du 9 du côté des barbus? Tout le monde dit que ça va chauffer bientôt. Comment ça? Je sais pas, j'ai essayé de gratter, mais personne ne veut dire personne ne veut dire pourquoi. En vérité, je crois que personne ne sait la vérité. Ça parle d'Allemagne, d'Aubervilliers. Avec qui je veux parler, là? Le pharaon et compagnie, là. Et t'en sais pas plus. Ah, tu parles d'un lundi, tiens. Comme d'habitude, inspecteur, ça parle, mais où est la vérité? Bon, tu restes au contact et tu tâches de me trouver d'autres informations. Dépose-moi derrière la PJ, Calan, s'il te plaît. Normalement, avec l'inspecteur, on se voyait le premier mercredi du mois. Mais le Gwen, il aimait bien quand je passais le voir plus souvent. Pour éviter la cabane, j'avais pas eu beaucoup de chocs que distribuer des câlins à la flicaille. C'était la facture de mes années passées à faire le cahier dans le bendo. Ah, on est vendredi, c'est le jour du daron. Le daron. Sa vie restée au cachot dans une sonce de double de beurre. Il suffit de zoomer sur sa grotte et d'observer le soin qu'il porte à la préparation de la table pour se demander mais qu'est-ce qu'il fout dans cet immeuble de chien, dans ce quartier de Crémadal avec ses enfants de schlag, une gueule de page toute des dents de gitan, son métier de gadjo là qui finira par lui faire pousser de bulletin pour Marine. Les gens pensent qu'on est veuge, wallah al-azim. Parce que le vendredi, la table est dressée comme à l'Élysée. Les trésors du médecin sont dispersés partout, ça nappe en plastique. Ah, quand il la sort pour éviter d'abîmer la table, envie de l'insulter, me chatouille les lèvres. Bah à quoi ça sert d'acheter une table en merisier? C'est pour mettre une arbre de chez Tati dessus. Tête de maman, mais c'est un truc de blédard. Pardon, maman. Travailler encore pour traître, toi, là? Ne vas-y, faut pas.
Prends ta plaque, prends ta retraite. Tu vas bientôt avoir 30 ans, non? Ouais. Tu es bête. Tu es imbécile. Je ne peux pas vendre plaque tout de suite. La retraite, c'est dans 2 ans. Mais, avec ton Hubert, tu vas tuer nous. T'as honte pas toi trahir ton père en allant travailler pour concurrence, là. Bête, imbécile. Ça, c'est faute de traîner avec tes amis voyous, les Arabes. Mais pourquoi t'es pas arabe, toi, papa? Humain, moi, wesh. Comme tu dis, wesh pour tout. Mais toujours bête, hein. Humain plus important que tout. Même Dieu, il dit pas arabe ou pas arabe. Il dit important 5 fois par jour. Et ça, et pour ceux qui croient dans la Dieu. Comme si la Dieu allait remplir le caddie à la supermarket. Astaghfirullah. Vas-y, papa, t'es syrien ou pas? Takfoulay, c'est quoi ça? Est-ce que tu dois connaître la religion là? Syrien, c'est nationalité, pas ethnie. Je suis moitié arabe et à moitié kurde. Mais avant tout, communiste. Communiste, il parle. Les Kurdes, c'est nouveau ça. Attends, au final, on est syrien, kurde, rebeu, parfois français, quelquefois breton. Ça dépend avec qui on traite, quoi, en fait. Si tu n'aides pas ton famille, c'est normal le problème après. Si moi j'ai pas occupé vous, on va vous finir prison, ou racaille, ou islamiste maintenant. Pour te couper tête la Syrie là. Bobini, mec, façon. Tu bois café syrien? Mais pourquoi tu dis pas café turc, Camille? Tu sais faire café bled? Bon. Pour une tasse café à préparer, tu mets une cuillère à café. Puis l'eau. Pour une tasse café, tu mets une tasse d'eau. Tu sais, la vie c'est comme café grec, syrien, turc, n'importe peu. Pas grave le nom. La vie c'est comme café bled. Pour réussir tout, il faut dose des choses. Tu as enlevé mousse une fois, tu fais mousser là 2 fois, et tu partages. À la fin, tu bois tranquille café, doucement. Profiter. Apprécier les arômes. Très important. Tu comprends? Comme la vie. Travail, puis plaisir amusé. Très important, tu comprends? Écoutez, Benny. La vie pas compliquée. Bon, d'accord, tu travaillais pour application, Uber, téléphone, etc. Le propriétaire Uber, c'est qui? Tu participais à démolir un métier. Taxi pour les autres. Si demain, un jour, plus taxi, Uber Monopole, c'est pas bon. Avec ton frère, si vous êtes intelligent, vous montez avec moi petite société taxi. Avec une plaque. On travaille 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Vous économisez, on achète 2 autres plaques. On monte petite centrale taxi, on travaille pour hôpital, sécu. On met argent poche gauche et poche droite. Pourquoi tu parles de mon frère? Pourquoi tu parles de lui? Il est plus là, il est parti. Il est où ce chien? En Syrie, à Dubaï, au Mali, en Libye? On sait même pas. Peut-être qu'il a tué, peut-être qu'il est mort. Il a filé comme une ombre, il est parti comme une pute au petit matin. Emily, Et il nous a lâchés. Tu veux pas comprendre de toute façon, en fait.
Parle pas comme ça, ton frère. Lui, mission humanitaire au moins, pas comme toi. Travail chauffeur pourri. Moi, je sais mieux que toi, j'ai fait 25 ans. Et toi, plus bête que ton père, faire pareil. Ton frère, c'est mon fils. Et il va revenir. Je sais ça. Je sens. Bon, vas-y, et puis, qu'est-ce qu'il raconte le café aujourd'hui? Trop ça, je sais. Toi, retrouver quelqu'un d'important, même taille, même âge que toi. Waouh, ressemble beaucoup à toi. Oh. Il va y avoir du feu partout autour de nous. La semaine dernière, j'ai pris place à l'hôpital. C'est la merde, on n'a rien et tout est urgent. Bedrettin planifie une opération tous les jours le matin. Et l'après-midi, il consulte. En cas d'urgence, il bloque les consultations. Il m'a dit que je devais faire plus que de l'infirmerie. Et apprendre à exécuter des pré-diagnostics, à effectuer certains gestes médicaux. J'essaie de faire sans la guerre. De toute façon, elle est présente tout le temps, partout, et tout le monde y est habitué. Bedrettin m'a dit de faire attention, parce que la frontière entre notre ONG et le groupe local, elle est de plus en plus mince. Les barbes blancs, lui, il nous met la pression pour soigner les combattants en premier. On n'a pas trop chaud. À force de travail, en 7 mois, j'ai l'impression d'avoir passé un doctorat en médecine. Bedrettin me laisse opérer, Barbe Blonde me considère comme un des leurs, presque comme un fils. Un truc de fou. Un nouveau métier. Une nouvelle famille. Je suis enfin quelqu'un, frère. C'est la nuit. Et j'aime bien quand il pleut la nuit. Les gouttes qui s'étirent sur mon pare-brise. Au loin, les lumières de la ville qui s'étouffent derrière la buée. Le capotement de l'eau sous le châssis et le reflet de la lumière rouge des feux sur le bitume trempé.
Pourquoi l'homme à l'arrière de la voiture est monté sans valise? Et pourquoi il va à la gare routière de la porte de Bagnolet? Un repère de pauvres et d'étudiants coincés sur l'autoroute. Parfois, je m'écris des histoires pendant que je conduis. C'est qui ce gars? Il a pas l'air bien. Qu'est-ce que ça doit être sa vie? Riche ou pauvre? Les sourcils épilés, peut-être que c'est un PD que son type vient de lâcher. En même temps, c'est pas simple de savoir qui est qui aujourd'hui. Hein. Et au fond, tout le monde s'en cogne. Que chacun s'occupe de son entrejambe avant de glisser la main dans le slip du voisin. Un car est arrivé en provenance de Cologne. Une dizaine de types en sont descendus. Du genre de nos banlieusards, mais reloupés en Qatari. Jogging sur le Kramis, Air Max aux pieds, des islamo-lascars avec le petit chapeau sur la tête. Un dernier raclot est descendu du car. Un fantôme. Il avait la tête baissée, il n'a pas suivi les autres. Ensuite, un capuche, jean bleu brut, les cheveux coupés comme moi, grand comme moi. Je connaissais tout de lui. Il marchait même comme les mecs de notre quartier. Une main dans une poche et l'autre qui porte son sac à l'américaine par-dessus son épaule. Une bagnole a ralenti, il a ouvert la porte, a posé une ou deux questions. Il est monté dedans, les pneus crissés dans une flaque d'eau, la bagnole s'est enfoncée dans la nuit. Stoïque, frère. Je suis resté stoïque. Cette fois, j'avais aucune histoire à m'inventer. La mienne défilait devant mes yeux. J'avais le souffle coupé. Même pas eu le réflexe de l'interpeller. Et quelques instants après qu'il ait filé, j'ai jeté ma clope, tiré la poignée, mes pieds dans la voiture, mes fesses sur le siège, la clé dans le déman, embrayé, passer la vitesse, pousser la pédale, enchaîner sur un demi-tour, coup de claque sur la main gauche pour m'échapper de la gare et rouler derrière eux. C'est mon frère, l'homme que je déteste le plus au monde. C'est mon frère, et je l'aime plus que tout. Plus que mon père, ma mère, la belle, la grosse, la berline et le costard. C'est ma chaîne, mon meilleur ami, mon compère, mon complice, mon doux, mon associé, mon camarade, mon jumeau, mon collègue, mon tout, ma raison de vivre, mon ce que vous voulez. En quelques instants, j'ai vraiment cru pouvoir les rattraper. Mais dans la nuit noire, dans la nuit sombre et obscure, une sirène a retenti. Dans le rétroviseur, un gyrophare m'a doublé. Une porte focus de la PAC m'a barré la route. Un gars qui avait pas sa orange police a jailli comme Batman. La voiture était déjà mal. Un roux avec une tête de bulldog m'a levé dessus. T'as pas vu que le feu était rouge? Coupe le contact et sors de la voiture. Début avril, Bedretchine est parti pour Meyedine au sud-est du Tchad. Et c'est moi qui suis en charge de l'hôpital. Sans l'expérience ni le savoir-faire de Bedretchine, j'essaye de faire ce que je peux, comme je peux. En un an, il m'a appris à traiter les soins courants, réaliser quelques gestes de chirurgie. J'ai même plus de contact avec l'islam et Peace. Mon seul intermédiaire, c'est l'Émir. Et chaque mois, il me donne une enveloppe de billets. Parfois, avec Bedretchine, on va au fond pour essayer de comprendre ce qui se passe. C'est moche. La semaine dernière, juste avant la prise de la tour, j'ai à peine eu le temps de finir une césarienne qui m'ont embarqué dans un pick-up. Je savais pas ce que je foutais, ni comment j'étais arrivé là. Plus de 2 ans tombé dans ce désert, à me prendre pour un médecin, sans formation. Parti avec une ONG pour finir infirmier sous les ordres de Barbe Blonde, dans une opération militaire. Ma première, et ça n'avait rien à voir avec les filles. J'avais le cœur qui tremblait. Par sécurité, on m'avait filé un fusil, mais je savais pas m'en servir. Soudain, plusieurs rafales de Kalachnikov venus d'un village voisin sont venus casser la tente. Plus rien pendant 2 minutes. Tout le monde tremblait. Moi j'étais là couché au sol. Et j'essayais de ramper jusqu'au bord de l'atoll pour essayer de voir ce qui se passait. Si un mec de Bachar me voyait là, il aurait pu me dégommer d'une seule main. Mais à ce moment précis, l'adrénaline me donnait la sensation que rien ne pouvait m'arriver. Et les autres étaient comme moi. Je me sentais vide, autant que lors d'une césarienne. Et juste après, on a entendu un bruit, une détonation terrible. Un nuage de poussière s'était levé au-dessus de la tour. On avait gagné. Mais dans les jours qui ont suivi, l'émir voyait bien que ça allait pas.
Alors qu'on se baladait dans un champ de pistachés, je lui ai posé une main sur l'épaule. Je lui ai dit que je voulais partir de France. Je voulais venger la Syrie. Venger les musulmans. Mourir en martyr pour monter auprès de Dieu. Alors au début, lui, il a essayé de me convaincre. C'était mieux pour moi de rester soigné. Pas partir en France. Qu'il était prêt à me donner plus de moyens. Et à m'accorder plus de jours de repos. Mais la vérité, c'est que moi, j'en pouvais plus. Alors il m'a dit oui. La vie prend une autre tournure. Inattendue. J'ai rien fait. Je vous jure, c'est pas moi, monsieur l'agent. Laisse-moi. Si je connais, je sais. Le mec. Quoi Tranquille, c'est breton. Oui, ça va. Le mec, je crois que mon frère est à Paris. Quel frère? Mon frère, wesh. Pansement. Pansement? Ah, comment tu sais? Je sais pas si j'ai rêvé, mais je crois que je l'ai vu avant-hier à la carte de Bagnolet. Bah, et pourquoi tu voulais lui parler? J'ai pas réussi à les rattraper, ils descendaient d'un bus. Mais toi, t'as pas réussi, genre. Mais les baqueux, ils me sont tombés dessus vers Montreuil. Et tu l'as vu où, ton frère? À la gare de Bagnolet. Reliance? Ouais. Et il faisait quoi? Pourquoi t'es pas allé lui parler? Il est descendu d'un bus, il est monté dans une Citroën, ils sont filés vers Montreuil. Il faisait quoi le bus? Il venait d'où? Cologne. C'est pas en Allemagne, ça? Allô? C'est moi. Voilà. Je suis là. Je suis content de te voir. Vraiment. Comment t'as eu mon adresse? Sur Internet. J'ai trouvé une société à ton nom. Je suis venu voir hier dans la journée, mais je me suis dit que tu devais être au travail. Du coup, je suis repassé le soir. Mais t'es rentré quand? Bah, hier soir. Pourquoi tu mens? Hein? Pourquoi tu mens? Je t'ai vu avant-hier à la gare de Bagnolet, tu descendais d'un bus.
Comment ça, tu m'as vu? Je t'ai vu, toi là, ta dégaine, ta gueule, je t'ai vu. Tu descendais d'un bus, t'es monté dans une Citroën, ça avait filé vers Montreuil. Qu'est-ce que tu foutais? Commence pas à raconter des mythos alors que tu viens de rentrer. Je suis rentré avec des passeurs. C'est grâce à eux que j'ai pu revenir en France. Et c'est juste qu'avant de venir te voir, j'avais des affaires à régler. Et je préfère te tenir loin de tout ça. Mais c'est quoi ces affaires? Les papiers, tout ça. J'ai été voir les gars de mon ONG. Mais quelle ONG? T'es un fou toi? Ça fait 3 ans que t'es parti, je sais même pas avec qui t'étais, ni où t'étais. Islam and Peace. C'est mon ONG. C'est grâce à eux que j'ai pu partir vers Tombouctou au Mali. Genre en plus je vais te faire croire que t'as été au Mali. Arrête de mentir maintenant. La putain de ta mère, arrête de mentir parce que sinon je vais te niquer. Je te jette par la fenêtre et je te roule dessus, là, t'as compris? Arrête de parler comme ça en plus de maman. C'est quoi? On va appeler papa, on va aller le voir tout de suite. Non, non, attends s'il te plaît. Comment? Attends, pas maintenant. C'est tout. Pourquoi t'as peur? Non, j'ai pas envie là maintenant. Pas maintenant. T'as pas une club? Au Cham, il n'y en avait pas, ou alors c'était trop cher. Attends. Donc j'avais raison. T'es parti en Syrie. Hein? Qu'est-ce que tu t'as foutu pendant 3 ans? Pourquoi t'as pas dit la vérité? Toi, tu crois que la vérité c'est facile en fait. J'étais médecin. Comment ça, médecin? Genre ton médecin, espèce de zamel. Souvent c'était moi le plus qualifié. Mais tout ça c'est fini. Je veux me remettre bien. J'ai un métier, j'ai un diplôme. De quoi tu parles? C'est quoi? Tout ça? Islam et tout. Mais t'es con quoi? T'es grillé mon pote, ça n'a rien à voir avec l'islam. T'es parti au Chem, c'est fini pour toi. Tu sais qu'il y a eu Charlie, il y a eu Bataclan. Les Hainouches sont partout, ils vont te retrouver en 2-4-6. Tu sais même pas comment ils nous ont cassé les couilles avec papa quand t'es parti. Toi tu crois la vie, c'est comme ça. Tu claques des doigts comme le génie d'Aladin pour payer tes merveilles. Fallait pas ça avant. Eh, tu sais quoi? Ils ont qu'à venir. J'ai rien à cacher moi. Je leur tirais Mali, Turquie, Iran, Irak, Yémen, Somalie. Voilà où j'étais. Sur la tête de maman que j'ai rien fait. J'ai été médecin là-bas. Pense-moi, t'as oublié ou quoi? Bon, écoute, moi tu peux me raconter tout ce que tu veux. Mais si je t'ai vu sur internet avec les combattants, les carlages et tout, tu crois les Hainouches ils savent pas? Mais bien sûr qu'ils savent. Rien qu'on est pistique, papa. Si ça se trouve, même ils savent déjà que t'es là. Tu sais quoi? En fait, je vais aller voir l'avocat pour toi. Demain. Sérieux, tu crois que ça va servir à quelque chose? C'est le prix de Younes le converti, avocat au trip de Bobigny. Il connaît ce genre d'affaires, t'inquiète pas. C'est qui ça encore? C'est qui Younes le converti? Michael, le porteur, wesh. Wesh. Rappelle-toi, wesh. Le numéro 5 du FC Style. Là, tu te fous de ma gueule. Par Allah. Il s'est converti lui. Wallah. Vas-y, tu te fous de ma gueule. Jure la tête de ton père. Je te dis qu'il s'est converti, wesh. Ils sont gay. On peut reposer ce gay. J'en sais rien. Bon, je te préviens, j'ai 2 ou 3 minutes parce que j'ai plusieurs audiences cet après-midi. Donc, ton frère de l'humanitaire. Ouais, pourquoi? Bah, tu pouvais baratiner ça avant, autant des conditions normales, mais une chose est sûre, et c'est qu'on va plus au Cham par hasard aujourd'hui. Attends, je comprends pas. Ça veut dire quoi? Si mon frère rentre, il y a de grandes chances qu'il tombe. Le fait d'aller en Syrie, c'est déjà une preuve. À part les journalistes et la Croix-Rouge, qui part en Syrie aujourd'hui? Tu crois qu'on va visiter Palmyre comme ça, sans raison? C'est fini, Palmyre. Ils lui ont niqué sa mère à Palmyre. Nous vont prendre toutes les têtes là-bas. On est plus innocents quand on va en Syrie aujourd'hui. Attends, mais pourquoi tu parles de Palmyre? Palmyre, c'est chez nous là-bas, c'est notre village. Et là, ça n'a rien à voir. C'est juste un exemple. Et mon frère est dans l'humanitaire, comme je t'ai dit. Quelle association? Quelle ONG? Bien, rapporte-moi des informations et on pourra toujours monter un dossier. Mais rappelle-toi le temps que ça a pris pour Frimoussa, cet humanitaire, arrêter au Bangladesh. Mais attends, mais ça n'a rien à voir. Frimoussa, lui, c'était en Asie. Et puis moi, mon frère, il fait de l'humanitaire. Écoute, laisse-moi faire mon métier, crois-moi, ça a à voir. Les autorités, elles font battre les couilles des ONG, des associations musulmanes. Je te garantis qu'elles ne font pas dans le détail ONG ou pas.
Ton frère est parti en Syrie aujourd'hui, donc il est pas clair, et il le sait. Sinon, il serait venu me voir lui-même. Non. Attends, et moi, je risque quoi là-dedans? Toi? Ouais, moi. T'as quelque chose à te reprocher? Non? Bon bah... Ah! La seule chose, c'est s'il revient, et que tu l'aides ici, peu importe la raison. Comment ça? Tu seras considéré comme complice De terrorisme. Puisque je te dis qu'il est dans l'humanitaire. La tequila, tu connais? Oui, je connais la taquilla. Mais quel rapport? Le rapport, c'est le nombre de types qui rentrent, qui montrent patte blanche en disant que tout va bien. Et un jour, et ils explosent. Toi, t'es un vrai fou en vérité. Et qui t'a dit qu'il était rentré? Je t'ai dit qu'il m'avait appelé de Turquie et qu'il cherchait à rentrer. Et encore une fois, je te le dis, il fait de l'humanitaire, lui. Bien sûr. Bon, écoute, je vais pas tout réexpliquer, même si je t'aime beaucoup. La question n'est pas de dire s'il l'a fait ou s'il l'a pas fait. Il est parti en Syrie. Ouais. Donc on le considère comme terroriste. S'il rentre et que tu l'aides, tu es complice. Dans ce pays, on arrête même les gens qui logent des sans-papiers chez eux. Alors pour des terroristes. Allô? Théo? Tu fais quoi? Faut que tu passes me voir très vite, super urgent. Super comment? Du genre maxi urgent. Mais t'es où? Je suis parti voir là, je suis au, T'es où? je suis au cinéma. Viens dès que tu peux. Si tu peux après. Ça marche, va être possible. Un homme s'est introduit hier dans l'enceinte de l'hôpital Pompidou de Paris. Il est parvenu à s'introduire dans la réserve médicamenteuse de l'hôpital où il a dérobé des produits chimiques. La police et le service de sécurité n'ont signalé aucune infraction. Malgré les contrôles renforcés, cet individu a pu entrer et sortir sans souci. Le préfet de Paris a exigé une présence militaire nuit et jour à l'entrée de l'hôpital. Aujourd'hui, comme on dit dans l'économie de l'Internet, winner takes all. Il n'y a pas de place pour deux plateformes. Notre principal concurrent capte 60% des courses. Et le marché est saturé. Trop de chauffeurs, trop de plateformes, et le nombre de clients qui n'augmente plus. Il diminue même, depuis que certains retournent vers les taxis. Donc notre seul moyen de survivre, c'était la publicité et la communication. Mais aujourd'hui, nous n'avons plus les moyens d'investir. Va te faire enculer. C'est bon. Au commencement, c'était une belle affaire. La plateforme venait de lancer ses services en France. Fallait recruter des chauffeurs et convaincre des clients. On était payé 45 € de l'heure juste pour tourner sur le bitume. En fait, le but de l'application, c'était de convaincre les clients qu'il y avait un paquet de chauffeurs et qu'on pouvait les prendre en charge très rapidement. Quand les gens se connectaient à l'application, ils voyaient un tas de voitures se déplacer partout sur leur écran. Comme des fourmis, mais sur la carte de la ville. 45 $ juste pour tourner sur le bitume et être disponible. Je l'ai fait toute ma vie en basket et pour pas un rond. Et là, on me payait. Attends, la belle vie. Sur les 45 €, un tiers partait aux impôts. Et 30 € tombaient dans ma sacoche. Un paquet d'oseille. Les journées à 250, 300 €. Les mois à 4000. Avec le carrosse, tout a changé. Un costume, un appart, une zouze. La vie presque de rêve. Mais ça, c'était au début. T'as dit quoi, l'avocat? Vous êtes dit quoi? Ouais, t'es long, là. Comme je t'ai dit, mon frère est à l'étranger, il voudrait rentrer en France.
Qu'est-ce qu'il risque? T'as dit pour la Syrie? Ouais, j'ai dit. Et t'as dit quoi? L'humanité, ouais, tu crois que j'allais dire quoi? Il est parti faire le GN. T'aurais rien dû lui dire du tout. Imagine, il va balance. Qu'est-ce qu'il va pas là? Si tu crois que ce soir, on va lui niquer sa mère, ouais. Je lui ai juste dit quoi? Que quand t'es parti, les flics nous avaient interrogés, papa et moi, parce qu'ils pensaient que t'étais parti en Syrie. Et que voilà, on voulait plus de problème quand tu rentres. Est-ce que t'es sûr de l'avoir dit pour l'humanité? Ouais, je lui ai dit. Et justement, il m'a dit qu'il fallait préparer des preuves. Parce qu'aujourd'hui, le simple fait d'aller en Syrie, t'es considéré comme terroriste, tu peux finir en cabane. Réfléchis, wesh. Tu peux pas rester en France. D'accord. Tu veux que j'aille où, toi? Je sais pas, moi, la tête de maman, tu réfléchis toujours après. Toujours. Je sais pas, trouver un plan. D'accord. Quel plan? Toi, aide-moi à trouver un truc. Mais comment ça, je peux trouver un truc? T'es sérieux, là? Tu m'as mis dans la merde. Tu comprends ça? Dans la merde. Si on t'attrape, tu tombes aussi. Et je sais pas pour combien de temps on finira en cabane. Putain, tu me casses les couilles. Tu m'as toujours cassé les couilles. Pourquoi t'écoutes pas? Pourquoi t'as jamais écouté? Qui t'a dit d'aller niquer ta mère en Syrie? Alors, s'il te plaît, commence même pas à me casser les couilles avec la Syrie. Mais quoi, c'est vrai? Qui t'a dit d'aller en Syrie? C'est moi. Je viens là, tu veux me casser la tête pour que je te sauve. Déjà que moi, j'ai galéré à sauver ma vie. Est-ce que tu sais c'est quoi ma vie? 10 heures par jour dans une berline japonaise, là, à conduire un heureux dans la ville. Et ça y est, c'est bon avec la Syrie. Tout le monde fait des erreurs. Erreur? Mais t'es un fou, quelle erreur? T'as pas fait d'erreur. T'étais en guerre, mon pote. T'es parti en Syrie contre Bachar avec les ennemis de la France. T'as que des ennemis ici, là. En fait, il y a un truc que t'as pas compris. Je me suis fait baiser. Est-ce que tu comprends ça? Je me suis fait baiser. Ouais, donc tu vas partir sans aller voir le daron. Eh, je t'ai parlé, là. Eh, mais toi, la vérité, t'as un ingrat en fait. Toi, t'as un moche d'ingrat. Qui c'est qui te couvrait quand tu rentrais de boîte de nuit déchirée? Hein? Qui c'est qui te couvrait quand tu prenais la voiture de papa pour tes petits business de merde? Et maintenant, tu viens me dire à moi, moi j'ai niqué ta vie. Vas-y. Et ferme ta gueule. Ferme ta putain de grosse gueule. Tu avais dû parler à fils de chien. C'est vrai, j'aurais peut-être pas dû parler à l'avocat, mais dans la vie, on fait pas toujours ce qu'on veut, mais ce qu'on peut. Je voulais faire ce que je peux pour que mon frère vive mieux. J'ai pris la boîte du pont de la rivière Kouai. J'ai roulé un carton. Effrité l'herbe entre le pouce et l'index. Léché une cigarette. L'ange Gabriel est descendu et il est venu me caresser l'oreille. Et moi, la main sur l'oreiller, je m'endormais en pensant à maman. La vieille. Elle apparaissait quand je montais au jardin d'Éden pour cramer la blouse. Elle était là. Pas morte. Dans la tête et dans la poitrine.
Avec ma meuf. Ta grand-mère. Comment ça? J'ai dit que j'étais avec ma meuf. Je croyais que tu t'en foutais de la grosse. Non? Ah. C'est du sérieux? Non. Et t'as rien à me dire? Genre, Genre ce que tu faisais cet après-midi? je viens de te le dire, j'étais au cinéma. Ah oui, c'est vrai. Et t'as vu quoi? Le film avec le con. Ah, menteur, menteur. Hey, Jim Carrey. Pourquoi tu mens? Mais pourquoi tu veux que je te mente? J'étais voir Mad Max. Arrête tes mythos, j'ai fait pisser ton portable, t'étais pas au cinéma. C'est bon, j'étais avec un pote. Quel pote? Mémette, Il a pas un resto à faire tourner. Mémette. il est parti prier pour ma vieille. Et dis-moi, ton frère, il travaillait pas à l'hôpital Pompidou. Si, Tu vois, j'ai un problème. J'ai un gros problème. J'ai un gros problème avec ton frère. Oh, qu'est-ce qu'il y a avec mon frère? J'ai arrêté de tourner autour du pot. Il y a eu un cambriolage à l'hôpital Pompidou. En plus, j'ai entendu ce matin la radio passer. Ah ouais, ça t'a intéressé parce que... Ouais, moi, tu sais, le matin, j'écoute la radio pour être un peu au fait et tout, tu vois. Ah ouais, t'écoutes parce que t'as quelque chose de Parce particulier. que j'aime Ah, bien, mais ouais, vas-y, lâche-moi, t'as- qu'est-ce que tu me veux, toi? Vas-y, prends des vacances. À l'origine, moi, je suis là, gros, j'ai un problème de permis, gros. Mais on s'en bat les couilles de ton permis et de ta vie de merde. Ton frère, putain, merde. Ton frère. Quoi, mon frère, quoi? Le cambriolage à l'hôpital Pompidou. On a trouvé des empreintes. Celles de ton frère. Ouais, c'est normal, il travaille là-bas. Et tu me prends vraiment pour un con, hein. C'était il y a 3 ans. Ça a le temps de s'effacer depuis, non? Et puis j'ai un autre gros problème, c'est ce qui a été volé. Tu comprends? De la soude, du potassium, de l'acétone et en quantité importante. Tu vois le... L'accès à la réserve est sécurisé par une porte blindée et par contrôle de badge. Ouais, la nuit où il y a une vol, il y a une seule personne qui est entrée. Avec un badge qui était pas au nom de ton frère, hein? Ouais, là. Et tu vois, la dernière fois que ce badge a été utilisé, c'était il y a 3 ans. Juste avant que ton frère ne parte. Tu quittes pas la ville, hein, Calan? Il va falloir qu'on cause encore un peu tous les deux. De ton frère. Ouais. Où était la vérité? Est-ce qu'il disait vrai ou est-ce qu'il mentait? En vérité, peut-être que quelqu'un m'avait balancé qu'il est en train de me sauver. Fils de pute de Le Guen! Qu'est-ce que j'allais faire maintenant? J'avais laissé mon innocence pour mort. Il percute dans la vérité, crochée dans l'arcade. Elle était finie. Au sol, tombée. Sur le ring, l'arbitre avait commencé le décompte. 3, 4, 5. Dans la foule. Ça hurlait à la victoire. 6, 7, 8, 9. Un combat compliqué dans lequel le passé tournait autour. Seul échappatoire, la fuite. Partir loin. Et se décharger de ce qui compte pas. Ou trop peu. Portugal? Quoi, qu'est-ce qu'il y a au Portugal? Portugal. Bah t'es chaud pour le Portugal, frère. Qu'est-ce que tu veux que j'aille foutre au Portugal? Les sales guignols. Toi t'es infirmier, tu peux trouver du boulot partout, frère. Ouais, non mais ça je le sais. Mais je vais où? Je vais chez qui au Portugal? Ok, bon, j'ai un plan. Tu vas chez mon sahab. Il y a une maison là-bas. Mais c'est qui? Je t'en ai déjà parlé. Younes te converti. Attends, tu lui en as parlé à lui? Mais non. Il m'a déjà proposé. Il y a une baraque là-bas. Je lui dirai que j'ai un cousin qui veut se mettre au vert. Et il dira rien. Ça posera pas de problème. Tu verras qu'il va balancer.
Il va rien balancer du tout. J'ai encore des dossiers sur lui, moi je tombe avec lui. Solidarité libertaire, frère. Et c'est comment chez lui? Ah, là, y a rien. La colline, des yeux, la mer et des champs. Faudra pas qu'il sache pour la Syrie là-bas. C'est des catholiques à fond. Et toi, t'es quoi? Ouais, qu'est-ce qu'il y a, moi? Et toi, t'es un catholique, ta grand-mère, non? Qu'est-ce que tu racontes? Bon, écoute. Moi, je sais à partir de quand t'as commencé à être à fond dans la religion. Là, tu fais semblant d'oublier parce que t'as honte. Mais en vérité, t'es un Jésus, ta grand-mère, breton. Et toi alors? Quoi, moi? Toi, tu vas faire quoi là-bas? Ah, je sais pas. Je verrai. J'ai la bagnole, un peu de d'oseille de côté. Pas beaucoup, mais on va partir, se refaire. Tu peux aller où? Brésil. En vrai, vous avez fait quoi avec papa quand je suis parti? On t'a entendu comme des chiens. Pendant des jours, on pensait que t'étais mort. Daron a saigné les pages jaunes, a appelé tous les hôpitaux, tous les commissariats, son réseau de chauffeurs de taxi. Puis on a reçu ton email d'une adresse inconnue. Ton daron voulait te défoncer. Ce jour-là, il a crié aussi fort que le jour où maman est morte. Et quand même, j'étais sur le balcon à me buter avec des clopes. Pendant 6 mois, le daron a tellement pleuré que j'avais oublié que son visage pouvait sourire. T'as pensé à ça avant de partir, sale con? Ouais, écoute, assieds-toi, tu vas m'écouter tranquille, assieds-toi. J'avais pas le choix, tu m'entends? J'avais pas le choix. Pas d'autre choix que celui-là. C'est le chemin que j'ai choisi. Avec la zerbe que tes potes avaient mis sur la France, la flicaille, recruté en masse. Je suis tombé sur un gars bien, un gars de chez nous, un type droit qui sait ce qu'il veut. Un breton, le Gwen. Il s'arrangeait pour qu'on oublie mes histoires de pelouse, mais dans la vie, rien n'est gratuit, frère. Je suis devenu sale pute sans jamais le sucer. Alors j'ai mis mon camis et je suis parti dans cette mosquée, en attendant que le vent se lève et fasse voler le rideau pour que je puisse voir derrière. Il m'a aidé comme un père. L'appart, le boulot, mon casier aussi, mine de rien, ça m'a ouvert des portes. Maintenant, je suis comme un fantôme, il y a 2 mois. Moi, je chien de la casse avec sa carlingue à promener le gagnant dans la ville. Et moi, la pute avec les yeux et les oreilles grands ouverts. Mais pour toi, j'ai rien dit, ils savent rien. De toute façon, tu sais quoi, on va partir ensemble, y a pas le choix, la France, les places sont trop chères. On va partir, je sais pas, moi, Amérique du Sud, Portugal, Brésil. Voilà, Brésil, Rio, beau gosse, non? Hein? Oh, qu'est-ce qu'il y a? De quoi tu penses? Ah, rien. Vas-y, arrête de mytho, je vois bien que t'écoutes rien, là. C'est quoi, c'est le Portugal? Non, même pas. La voiture. Ne bouge pas jusqu'à ce que je t'appelle. N'allume pas la télé. Rien. C'est très important. Si à 13h je ne t'ai pas appelé, va chez Michael. T'inquiète. Ton frère. Le doute, c'est un type qui vous attrape par les épaules et vous secoue comme un distributeur automatique de boissons. Le doute, c'est une suite de questions sans réponse, qui s'entretiennent d'elles-mêmes et vous rongent jusqu'à l'os. Le doute, c'est un sol glissant, instable, dangereux, mortel. 10h47, Je rappelle son numéro. Répondeur. 10h48, Répondeur. 10h49, Répondeur. Voilà, je laisse un message. Bah vas-y, rappelle-moi là.
10h55. Encore répondeur. Ouais, sale bâtard, tu vas me rappeler ou quoi là? 10h57. Répondeur. Eh, rappelle-moi vite dès que t'as mon message là, tu comprends? 11h01. Tourner en rond dans le salon et relire son mot toutes les 5 minutes. J'ai pris la voiture. Ne bouge pas jusqu'à ce que je t'appelle. N'allume pas la télé. Rien. C'est très important. Si à 13h je t'ai pas appelé, va chez Michael. T'inquiète. Ton frère? Il avait pris sa plus belle écriture. Les lettres étaient bien rondes. C'était du travail soigné, pas du travail de singe. Et ça en est encore plus énervant. Je suis parti m'allonger et j'ai fermé les yeux pour essayer de me concentrer et de me détendre. Parce que tout me rongeait depuis la visite chez Le Guen et cette histoire d'empreinte. 11h13. J'ai rallumé la télé, je passais de chaîne en chaîne. Rien, je commençais à devenir fou. 11h25. J'ai pris l'ordinateur, j'ai consulté l'historique de navigation de mon frère. Rien, il avait tout effacé. 11h28. J'ai pris la boîte du DVD du pont d'Harry White pour récupérer le dossement. 11h29. J'ai commencé à écouter de la pousse. 11h30. J'ai léché une feuille de cigarette pour faire tomber le tabac dans la paume de ma main. 11h31. Le tabac et la bœuf étaient mélangés. J'ai distillé ça dans une feuille. 11h32. Le code était roulé, j'ai allumé le pilon. 11h33. J'ai décollé, mais j'étais encore dans l'atmosphère terrestre. 11h35. Je continue à tirer sur le tendon, télécommande dans la main, en sautant d'une chaîne à l'autre. 11h38. Depuis 3 minutes, j'étais bloqué sur une chaîne d'information en continu. Un reportage sur le milieu islamiste et la taqiyya, l'art de la dissimulation. Putain de merde, les empreintes. 11h40. Ça défilait à toute vitesse dans ma tête. Je commençais à flipper. Pourquoi il m'avait menti ce bâtard? Pourquoi sa chambre était rangée? J'essayais de me dire que c'est parce qu'on partait le soir, mais j'arrivais pas à me convaincre. 11h42. J'ai fouillé sa chambre, soulevé le matelas. Rien dans les armoires. Rien dans l'appartement. Rien, aucun indice. J'ai mis un coup de pompe dans la porte s'est fracturée. 11h43. Une sirène de police, c'était pour moi. 11h44. La sirène de police s'est éloignée dans la ville. 11h45. J'ai rappelé son numéro. Répondeur. Mais tu fais quoi alors? Je suis en panique, rappelle-moi vite. J'ai hurlé dans la maison, hurlé de rage, parce qu'il m'avait baisé, c'était trop facile. 12h12. Je savais plus quoi faire. Un à un, j'ai tout pris en boucle dans ma tête. Le bus duquel il était descendu, qui venait d'Allemagne. Cette histoire du vol à Pompidou, dans le journal. Et ce que m'avait dit Mehmet. Et putain, pourquoi j'ai pas cru Le Guen? Putain de merde, c'était sûr. Taqiyya. 12h25. Mon frère avait écrit, si à 13h, je t'ai pas rappelé, va chez Michael. Ça voulait dire quoi? Au Portugal. 12h34. Mon téléphone n'arrivait pas de vibrer. C'était des alertes d'information. Alerte, attentat, explosion d'une voiture à Paris. Le début de ma fin. J'ai allumé la télé. Le présentateur donnait les premières informations. Une voiture avait explosé à Paris. Toutes les 30 secondes, je regardais mon téléphone. J'avais la nausée, des fourmis dans les pieds. Et surtout, j'avais chaud. Ma chemise était trempée dans le dos. Et mon père, une vie pour rien, sa femme morte, moi en fuite, et l'autre en 1000 morceaux. On n'aurait même pas pu l'enterrer. Et quand les journalistes allaient arriver chez le daron avec la folie médiatique allait sonner à sa porte, il est tué de rage. Et il irait en 11. Race maudite. On est fait pour servir les autres et disparaître. Cerveau à rien et inutile. Fini à la piste depuis des générations. Ce pays nous donnait tout et nous on voulait tout lui prendre. Au final, tout le monde a perdu. 12h41. Mon téléphone a vibré. Cette fois, c'était trop. J'ai commencé à chialer comme une pisseuse. 12h44. Le téléphone a encore sonné, j'essaie de réfléchir, mais tout ça allait trop vite. Impossible de se concentrer. 12h46. C'était encore mon téléphone. Les appels allaient pleuvoir. Les journalistes, peut-être qu'ils avaient donné mon numéro et ma plaque d'immatriculation à la télé. Fallait que je me parte. 12h47. Encore mon téléphone. Il vibrait sans arrêt. 12h51. Fallait que j'aille à Bobigny, récupérer la voiture du daron pour me barrer. J'ai consulté mon téléphone, 19 appels en absence. De mon frère. 12h52. Le téléphone a encore sonné, c'était encore mon frère. Je devenais fou. Je regardais l'écran de mon téléphone, il y avait marqué petit frère. C'était pas possible. J'ai décroché. La barre transversale, le terrain de foot des Lilas. T'es au Lilas? J'ai posé le pied en Allemagne il y a presque 2 mois.
Barbe Blonde m'a filé un passeport syrien et les 3 autres m'ont rejoint 2 semaines plus tard. Le temps de préparer notre arrivée à Paris, je répétais le plan dans ma tête. Où le faire, quand le faire, comment le faire. Comment et où trouver les explosifs. Et comment les prendre sans me faire repérer. Un mois avant, tout était prêt. Mais j'attendais encore le moment clé. Après ça, on a pris le car. Direction Paris. Après, on a pris la voiture pour rouler dans Paris. Le jour J, il faisait beau. Les gens déjeuneraient dehors. Peut-être 100 ou 200 morts. Idéal pour un carnage. J'avais mis une chemise, une belle veste pour passer incognito au cas où ça partira en freestyle. En face de la cité de la mode, la grosse merde verte là en face de Bercy. Je suis descendu de la voiture et je me suis éloigné d'une vingtaine de mètres. En Syrie, on m'avait appris à mettre le feu à une charge grâce à un téléphone. Le téléphone était dans mon jean. Et au moment où je l'ai saisi, les 3 autres dans la voiture étaient devenus des êtres humains. Avec un daron, une daronne, une famille, une vie. Moi, j'étais pas né pour tuer. J'étais né pour soigner, pour réparer les vivants. Mais là, j'avais pas le choix, c'était moi ou eux. À ce moment-là, j'aurais pu leur dire, allez vous faire enculer. Mais la vérité, c'est que je le faisais pas que pour ça, je le faisais pour moi, pour ma gueule. Pour que Barbe Blonde pense que je suis mort. Que la France pense que je suis mort et qu'il me recherche jamais. Puis je reviendrai peut-être dans 30 ans. En France, dans mon pays. Le cœur et l'esprit vierge. J'avais fait croire à Barbe Blonde que je voulais faire sauter la France. Le téléphone était dans ma main. Et dans les flammes, il y avait 3 vies en moi. Et ma liberté retrouvée. À ce moment-là, je suis devenu comme un robot. Fallait que je trouve une solution. Ça aurait été facile. Enfin, le plus dur, c'était pas de vivre avec les morts dans la tête. En quelques secondes, j'ai trouvé une solution. Le terrain des lilas. Allô? Joins-moi. Terrain des lilas, maintenant. Je suis dans la carlingue. Encore et toujours. 11 heures par jour. C'est pas un travail, c'est l'apprentissage de la meilleure manière pour savoir comment faire passer le temps. Il y a les clients, il y a la radio, les émissions, les animateurs. Mon frère s'appelle Hakim. Ça veut dire le sage, le juste, l'équitable, le médecin. On m'appelle Hassan, c'est mon prénom. Chez nous, ça veut dire libre. Libre, je le suis. Pas dans la vie, mais dans ma tête. L'esprit, c'est comme l'univers. C'est sans frontières. On peut l'agrandir sans cesse. Un soir, une femme est montée à l'arrière. Azad, C'est moi. c'est vous mon Hubert. Par ici. Est-ce qu'on peut faire un crochet par ma maison d'édition? Oui, très bien. Installez-vous. Au bout de quelques instants, elle sortit un livre. Du rétro, impossible de distinguer le titre. Il manquait juste quelques centimètres en hauteur. Battling City. Ça parle de boxe. C'est un livre que j'ai édité et je le relis parce que je vais en parler dans une émission de radio. L'histoire du premier boxeur français à la peau noire. Comme l'histoire m'a intrigué, elle m'a offert le livre. Les yeux bleus, elle avait le regard de quelqu'un qui pense qu'on peut encore changer le monde. Éteindre les incendies qui vous brûlent les ailes et vos rêves. Le regard que j'aurais voulu que le daron porte sur moi le jour où j'ai raté le bac. Et son petit frère le jour où il est parti. Éditrice, je découvrais un métier. Le temps du trajet, elle m'a parlé de son job et je lui ai parlé du mien. On a échangé nos contacts et le reste, c'est un concours de circonstances et un coup de foudre comme il vous en arrive parfois dans la vie. Quelques jours plus tôt, alors que mon esprit se trouvait sur une planète gazeuse entre Saturne et Jupiter, peut-être sur Titan ou Europe, la langue collante, les yeux petits, les mots avaient résonné dans mon esprit et j'avais bricolé un truc du fond de mes tripes.
Mon frère, c'était mon rey des bagarres de rue, emmené par la fougue adolescente, où je faisais moins confiance à la solidité de mes poings qu'à la rapidité de mes jambes pour déguerpir. C'était les nuits trépidantes finissant le lendemain midi sans un sou en poche. Mon frère, c'était un homme qui a trouvé sa voie en s'occupant de la vie des autres, un cœur tendre bousculé par la détresse du monde. Hier, il aurait prié pour l'abbé Pierre, aujourd'hui c'est pour la Syrie et la Palestine, et après-demain, il aurait pu courir vers n'importe quelle larme. Ainsi était mon frère, ma couille disparue, ma moitié. Mort ou vivant, il est avec moi partout, tout le temps, à chaque instant, dans chaque geste, dans chaque mot. Il ne s'est pas trompé, personne ne se trompe. Il a pris une route, une simple route. Il aurait pu en prendre une autre, c'était son choix. Ma plus grande leçon d'humanité, c'est lui. La vie continue malgré tout. Sans lui, mais avec son esprit. Depuis le jour où j'ai cru le voir à la porte de Bagnolet, j'ai imaginé son retour. Aucune idée de l'endroit où il se trouve. Peut-être au Chem, peut-être au ciel, peut-être ailleurs. Jolie plume, style, on sent une envie d'écrire, de raconter. Mais tu voudrais pas faire un livre? Alors je lui ai tout raconté. Mon frère, moi, ma mère, Daron, ça y est, ma vieille, tout ce que je vous ai raconté. Et là, pendant que j'étais en train de déshabiller les souvenirs pour essayer de trouver une idée, elle a levé la main comme un seigneur pour me couper la parole et demander... Et si dans cette histoire, ton frère revenait? J'ai été très ému, vraiment, bravo. J'ai redécouvert ce livre que j'ai écrit il y a 9 ans maintenant. On peut les applaudir très fort. Qu'est-ce que fout ce mec avec sa tête de bobo et son look de bobo? Comment a-t-il écrit ce texte? Et ben en fait oui, on a plusieurs vies, et donc j'étais allé puiser au fond de moi-même en me disant qu'est-ce que j'aurais pu devenir si à 18 ans j'étais pas allé passer mon bac de philo, ce qui à 2 heures près allait se passer, ben, je pense que je serais devenu ce grand frère. Et ben, merci les gars, vraiment je suis très ému, j'ai envie de prendre dans mes bras tous. Merci. Je ne parais pas comme ça, mais j'ai la moitié de ma famille qui est kurde. Si vous connaissez les Kurdes,
La seule chose qui fait que les Kurdes tiennent debout, c'est qu'ils aiment faire la fête. Alors ce que je vais vous demander, c'est qu'on va descendre, la régie va lancer de la musique, puis on va fêter tout ça ensemble. Parce que c'est... La régie, on vous attend. Allez. On va dire. Tu as trouvé une évolution par rapport au... Ou alors dans la vraie vie, tu as but aussi sur donc il n'y avait rien de choquant, il n'y avait pas de blanc quoi, en fait. Après moi j'étais au troisième rang, je pense que j'avais pas la face, j'avais été plus agressif à l'histoire, moins agressif à l'histoire, mais Larsen il a mis sur les cheveux. Par contre avec toi le moment il a fait 10h42. Avant c'était blanc. Le message est passé clairement. On a tout son discours. Ouais. Ouais. La musique elle était quand même là pour la